il y a quelque chose de discrètement singulier chez les personnes qui ont grandi, dans les années 1965, quelque chose qui ne s'annonce pas bruyamment et qui n'a pas besoin de se justifier. Cela se manifeste plutôt dans la manière dont elles traversent les difficultés, dans la façon dont elles réagissent lorsque les plans s'effondrent, dans leur capacité à rester face à l'incertitude sans chercher immédiatement à la fuir. On peut le percevoir dans leur posture face à la vie, une forme de stabilité profonde qui semble de plus en plus rare aujourd'hui. Cela ne s'apprenait pas à l'école et ce n'était pas expliqué par des adultes bien intentionnés. Cela s'est imprimé lentement, presque invisiblement, à travers la texture du quotidien. Les années 1965 n'étaient pas conçues pour développer une force psychologique, et pourtant c'est exactement ce qu'elles ont fait, par accident, à travers des conditions qu'on ne peut pas recréer volontairement. Si vous étiez enfant à cette époque, vous avez compris très tôt que le monde n'existait pas pour vous divertir. L'ennui n'était pas considéré comme un problème que les adultes devaient résoudre. C'était un espace que vous deviez habiter, explorer, traverser par vous-même. Les heures s'étiraient, surtout les après-midi et les étés, et personne ne se précipitait pour les remplir à votre place. Vous appreniez à inventer des jeux, à tolérer le silence, à laisser votre esprit vagabonder, jusqu'à ce que quelque chose d'intéressant apparaisse. Cela n'était pas présenté comme un entraînement à la créativité ou au développement cognitif. C'était simplement la vie. Pourtant, sur le plan neurologique et émotionnel, quelque chose d'essentiel se produisait. Vous appreniez que l'inconfort ne signifie pas le danger et que l'agitation n'est pas une urgence. La vie dans les années 1965 portait aussi une constante impression d'imprévisibilité. La décennie était marquée par l'incertitude économique, les crises énergétiques, les scandales politiques et le sentiment général que les systèmes pouvaient s'effondrer sans prévenir. Les adultes s'inquiétaient ouvertement, parfois maladroitement, et les enfants absorbaient cette réalité. Vous n'avez pas grandi en pensant que la stabilité était garantie. Vous avez appris, sans qu'on vous le dise, que les choses pouvaient se resserrer, que les plans pouvaient changer et que les gens pouvaient s'adapter. Cela a produit un glissement psychologique subtil. Au lieu d'attendre que la vie soit fluide, vous vous attendiez à ce qu'elle soit gérable. Cette différence est fondamentale. Quand on ne considère pas le confort comme la norme, on est moins déstabilisé lorsqu'il disparaît. Il existait aussi une relation particulière à l'autorité qui s'est formée à cette époque. La confiance n'était pas automatique, mais le cynisme ne l'était pas non plus. Vous avez vu des dirigeants faillir, des institutions vaciller et des règles changer, souvent sous vos yeux. Et pourtant, la vie continuait. Cela a enseigné une leçon nuancée, difficile à transmettre intentionnellement. L'autorité pouvait être utile, mais elle n'était pas infaillible. Le respect se gagnait par la compétence et la constance, pas par le simple statut. À l'âge adulte, cela devient du discernement plutôt que de la rébellion. Vous écoutez, vous évaluez et vous décidez, au lieu d'obéir aveuglément ou de rejeter systématiquement. Une autre leçon silencieuse venait du rythme même de la vie. Les choses prenaient du temps. Les informations arrivaient lentement. Les lettres mettaient des jours. Les réparations n'étaient pas instantanées. L'attente faisait partie du quotidien et n'était pas vécue comme un échec du service. Vous appreniez à vivre dans l'espace entre le désir et sa réalisation. L'anticipation devenait familière, parfois même agréable. Sur le plan psychologique, cela construisait une tolérance que les environnements modernes sollicitant rarement. Lorsque la gratification n'est pas immédiate, la patience devient une capacité naturelle et non une vertu que l'on doit s'imposer consciemment. Peut-être que la leçon la plus importante que les années 1965 ont transmise, sans jamais la formuler, était la manière de cohabiter avec l'imperfection. Les foyers étaient moins optimisés, les emplois du temps moins saturés, les résultats moins mis en scène. Vous voyez des adultes improviser des solutions, faire avec les moyens du bord et parfois se tromper. Vous appreniez que la vie pouvait être irrégulière tout en restant pleine de sens. Cette leçon se transmet mal par l'instruction, car elle exige une expérience vécue. Il fallait la voir, la ressentir et la traverser pour la comprendre. Et une fois acquise, elle ne disparaît plus. Elle continue de façonner silencieusement votre manière d'affronter le monde, longtemps après que la décennie elle-même se soit éloignée. Il y avait, dans les années 1965, une forme d'apprentissage, silencieux que personne ne reconnaissait, comme tel à l'époque. Ce n'était pas enseigné, ni structuré, ni même intentionnel. Cela se produisait simplement parce
que la vie n'était pas constamment organisée autour de l'enfant. Les adultes avaient leurs propres préoccupations, leurs propres limites, et les enfants évoluaient dans les interstices. Cette absence de supervision permanente n'était pas perçue comme un manque, c'était la norme. Et dans cet espace, quelque chose de fondamental se développait. La capacité à se réguler soi-même. Quand on grandissait dans les années 1965, on apprenait très tôt à gérer ses émotions sans médiation constante. Si vous étiez frustré, déçu ou contrarié, il n'y avait pas toujours quelqu'un pour nommer ce que vous ressentiez ou pour vous expliquer comment vous calmer. Vous deviez trouver votre propre chemin vers l'apaisement. Cela ne signifiait pas que les émotions étaient ignorées, mais qu'elles faisaient partie de la vie, sans mode d'emploi. Avec le temps, vous appreniez à reconnaître vos états internes, à attendre qu'ils passent, à ne pas les laisser diriger chacune de vos actions. Cette compétence, aujourd'hui si recherchée, s'est construite alors sans vocabulaire psychologique. Il existait aussi une relation très différente à l'échec. Tomber, se tromper, perdre un jeu, rater quelque chose, n'était pas immédiatement interprété comme un problème à corriger. C'était un événement ordinaire. Les adultes n'intervenaient pas systématiquement pour transformer chaque difficulté en leçon structurée. Vous ressentiez la déception, parfois la honte, parfois la colère, puis vous continuiez. Cette répétition forgeait une compréhension profonde. L'échec n'est pas une identité, c'est une expérience passagère. En grandissant, cela donne des adultes qui n'ont pas besoin d'être constamment rassurés pour avancer. La vie sociale des enfants dans les années 1965 jouait également un rôle essentiel. Les relations n'étaient pas filtrées par des écrans ni constamment surveillées. Les conflits se réglaient entre enfants, parfois maladroitement, parfois injustement. Vous appreniez à négocier, à céder, à insister, à observer les dynamiques de groupe. Vous découvriez que les autres avaient des humeurs, des limites, des contradictions. Cette exposition répétée développait une intelligence sociale intuitive. Vous appreniez à lire les silences, les regards, les tensions avant qu'elles n'explosent. Ce n'était pas de l'empathie théorisée, mais une compétence forgée par la nécessité. Un autre aspect souvent oublié est la proximité avec la réalité matérielle. Les objets se cassaient, les choses s'usaient, et tout n'était pas remplaçable immédiatement. Vous voyez des adultes réparer, bricoler, improviser. Cette relation directe avec les limites du monde concret enseignait une forme de respect silencieux pour l'effort et le temps. Tout ne fonctionnait pas parfaitement, et ce n'était pas grave. Vous appreniez à faire avec ce qui était disponible, plutôt que d'attendre la solution idéale. Cette mentalité crée des adultes capables d'agir même lorsque les conditions ne sont pas parfaites. Il y avait aussi une conscience diffuse que le monde était vaste et parfois dangereux. Les informations n'étaient pas filtrées de la même manière, et certaines réalités s'imposaient sans explication détaillée. Cela ne produisait pas nécessairement de la peur, mais une forme de lucidité précoce. Vous compreniez que la vie n'était pas entièrement sous contrôle, que les adultes eux-mêmes improvisaient. Paradoxalement, cette lucidité renforçait le sentiment de responsabilité personnelle. Si personne n'avait toutes les réponses, alors vous deviez apprendre à poser les bonnes questions. Ce que les années 1965 ont transmis, sans jamais le formuler, c'est une relation mature à la complexité. La vie n'était ni simple ni constamment rassurante, mais elle était habitable. Cette leçon ne peut pas être enseignée directement parce qu'elle repose sur l'expérience répétée de l'incertitude sans effondrement. Ceux qui ont grandi à cette époque portent encore cette capacité. Elle ne se voit pas toujours, mais elle se manifeste quand les repères disparaissent et que d'autres cherchent des instructions, tandis qu'eux avancent simplement parce qu'ils ont déjà appris à le faire. Avec le recul, ce que les personnes ayant grandi dans les années 1965 portent en elles ressemble moins à un ensemble de souvenirs qu'à une façon particulière d'habiter le réel. Ce n'est pas de la nostalgie, ni une idéalisation du passé, mais une structure intérieure façonnée par des expériences répétées où il fallait s'ajuster plutôt que protester. Le monde n'était pas centré sur l'enfant, ni même particulièrement attentif à son confort émotionnel, et pourtant il offrait quelque chose de précieux. La possibilité de se confronter à la réalité sans filtre permanent. Cette confrontation, progressive et ordinaire, a laissé une empreinte durable. L'un des apprentissages les plus profonds concernait la responsabilité personnelle. Très tôt, vous compreniez que certaines choses dépendaient réellement de vous. Oublier quelque chose avait des conséquences. Ne pas faire attention pouvait entraîner un problème.
Personne ne surveillait chaque geste, et cette absence de contrôle constant vous obligeait à développer une vigilance interne. Vous appreniez à anticiper, à évaluer les risques, à faire des choix imparfaits mais nécessaires. Cela ne produisait pas une anxiété chronique, mais une forme de maturité précoce. Vous saviez que tout ne serait pas réparé à votre place. Il y avait également une relation différente au silence et à la solitude. Être seul ne signifiait pas être abandonné. C'était un état normal, parfois même recherché. Vous pouviez passer du temps avec vos pensées sans distraction immédiate, sans validation extérieure. Cette capacité à rester avec soi-même, à observer ce qui se passe à l'intérieur sans le fuir, est devenue rare. Pourtant, elle constitue un socle essentiel de stabilité psychologique. Ceux qui ont grandi à cette époque savent encore se retrouver dans le silence, sans ressentir le besoin urgent de le remplir. Les années 1965 ont aussi enseigné, de manière indirecte, une relation plus réaliste à l'effort. Rien n'était instantané et peu de choses étaient optimisées. Progresser demandait du temps, de la répétition, parfois de la frustration. Vous appreniez que les résultats étaient souvent le produit d'une accumulation discrète plutôt que d'un moment spectaculaire. Cette compréhension rend plus résilient face aux lenteurs de la vie adulte. Lorsque les choses prennent du temps, cela ne signifie pas qu'elles échouent. Cela signifie simplement qu'elles suivent leur cours. Ce bagage invisible explique pourquoi tant de personnes issues de cette génération semblent aujourd'hui moins désorientées par le chaos, moins surprises par les ruptures, moins dépendantes des certitudes extérieures. Elles n'ont pas appris à éviter l'inconfort, mais à le traverser. Ce savoir-là ne peut pas être transmis par des conseils ou des méthodes. Il se construit lentement, dans les marges du quotidien, lorsque personne ne regarde. Et même si le monde a profondément changé, cette compétence demeure. Elle agit en silence, comme une boussole intérieure, rappelant que la vie n'a jamais été parfaitement maîtrisable et que c'est précisément pour cela qu'on peut apprendre à y avancer.